C'est bon? Super. Allez, eh bien, je propose d'ouvrir ce conseil municipal du 25 mars avec un ordre du jour bien chargé. Merci aux parents de pouvoir se mobiliser encore une fois pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, notre ordre du jour ce soir est quand même évidemment bien axé sur le vote du budget, hein, qui est un grand temps. Donc, on a prévu le verre d'eau, Gérard. Donc, il y aura un grand nombre de délibérations concernant donc évidemment le compte de gestion, compte administratif, etc. Affectation des résultats, vote du taux de fiscalité, l'adoption du budget primitif 2024, une autorisation d'emprunt, signature de convention dans le cadre de l'intracting, dont on a déjà parlé. Nous aurons un point sur le domaine et patrimoine avec sortie de portage par l'EPFL du local commercial, la parcelle AB55, 87 rue du Maupas. Nathalie qui nous en parlera. Nous aurons plusieurs délibérations concernant l'aménagement du territoire avec la validation de l'engagement de la commune dans l'Atlas de biodiversité, c'est Johan. Le versement d'un fonds de concours par la commune de Noyaret à Grenoble Métropole pour des travaux de proximité, c'est Alfio. L'autorisation donnée au maire pour déposer une demande de déclaration préalable pour l'installation de la climatisation de l'espace santé, Nathalie. Autorisation donnée au maire pour déposer une demande de déclaration préalable pour la réalisation d'une clôture pour l'école maternelle, c'est Sandrine Curtet. L'éducation jeunesse, convention de financement dans le cadre de fonds d'innovation pédagogique avec le projet CNR, Sandrine Curtet nous en parlera. Un dispositif d'aide à la formation du BAFA, Stéphane Couder. Une convention de mise à disposition de la directrice de la PJNV, bon, ça c'est assez régulier, Stéphane aussi. Nous aurons 4 points concernant les ressources humaines. C'est Christine qui nous parlera de la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat, de la protection sociale complémentaire prévoyance, la mise à jour des tableaux des effectifs et de la création d'un emploi permanent. Et enfin, Sandrine Moutin terminera avec un point sur le renouvellement de la convention de mise en œuvre du service métropolitain d'accueil de demandeurs de logement social entre Grenoble-Alpes Métropole et Noyaret. Pareil, ça c'est aussi quelque chose qui revient très régulièrement. On est tous présents, j'ai aucun pouvoir. Ben super, ben c'est cool. Alors, il nous faut un secrétaire ou une secrétaire de séance. Sandrine. Ah, Didier. Allez, c'est déjà toi la dernière fois, je crois. Hein. Non, c'était moi. Ah, c'était une Sandrine. Allez, ben Didier, secrétaire de séance. Je vous propose d'approuver ou pas le procès-verbal du dernier conseil municipal, qui était donc du 12 février. Alors, est-ce que vous avez des remarques, des questions ou des besoins de préciser certains éléments? Non? Tout le monde est OK? Alors, on va donc le voter. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, il est adopté. Est-ce que tu es prêt, Gérard? Donc, on va commencer avec le premier point, l'adoption du compte de gestion 2023 du budget principal de la commune. Oh, j'ai dit quoi? Tu pas dit compte de gestion? Compte de gestion. T'as pas compte de gestion au premier? Si. Ah bon. C'est bien le compte de gestion. Pour parler du compte de gestion, je me dois de vous rappeler une règle de base du fonctionnement comptable des collectivités publiques, à savoir la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. L'ordonnateur, pour une commune, c'est le maire. Il ordonne des dépenses et des recettes, mais il ne les exécute pas. Le comptable, qui est un agent public, un fonctionnaire du service du Trésor, exécute les dépenses ou les recettes, mais ne les ordonne pas. En fin d'année, le comptable et l'ordonnateur rendent compte, chacun pour ce qui les concerne, de leur gestion. Pour le comptable, il produit donc le compte de gestion. Quant à l'ordonnateur, il produit le compte administratif dont nous parlerons tout à l'heure. Donc il est donc proposé à notre conseil d'adopter le compte de gestion du budget tenu par le trésorier, étant entendu qu'on a bien vérifié que les deux comptabilités
celle de l'ordonnateur et celle du comptable étaient parfaitement concordantes. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Alors je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne. Donc nous adoptons le code de gestion 2023 du budget général de la commune, tenu par le trésorier public. Alors maintenant, l'adoption du compte administratif 2023. Donc le compte administratif, c'est la comptabilité de l'ordonnateur, la comptabilité du maire. Bon, je vais vous en présenter les grandes lignes qui concernent donc cette gestion 2023. Concernant nos dépenses de fonctionnement, puisqu'on va d'abord parler de la section de fonctionnement du budget. Pour l'année 2023, les dépenses se sont montées à 2 221 252,20 euros. Quant aux recettes, elles se sont montées à 2 862 574,53 euros. Ce qui nous permet d'annoncer un résultat de fonctionnement 2023 de 641 322,33 euros. Je vais faire un bref commentaire de ce résultat, car au-delà des comptes, c'est un résultat qui est très important, car il détermine la capacité d'une collectivité à investir et à entretenir et maintenir son patrimoine. En moyenne, cet excédent représente 17 à 18% pour les collectivités et il est considéré comme satisfaisant entre 15 et 20%. En 2023, notre gestion dégage donc un excédent de plus de 22%. Et nos années précédentes, nous avons dégagé aussi des excédents de cette ampleur, ce qui est bien évidemment un élément positif pour, je le rappelle, pouvoir investir et pouvoir maintenir et entretenir le patrimoine de la commune. En ce qui concerne la section d'investissement, les dépenses 2023, c'est 1 228 528,15 euros. Les recettes, 742 246,19 euros. Le résultat d'investissement 2023 est donc déficitaire de 486 281,96 euros. Globalement, cela veut dire que nous avions un résultat antérieur constaté l'an dernier à pareille époque de 1 473 547,04 euros. Notre résultat d'investissement 2023 étant de moins 486 281,96 euros. Le résultat d'investissement cumulé à cette clôture 2023 est donc de 987 265,08 euros, ce qui dégage un résultat global de gestion de 1 628 597,41 euros. Là aussi, c'est une somme importante à considérer, car cette somme constitue en quelque sorte les économies de la commune, son bas de laine, qui lui permettra de faire face aux investissements dans les années à venir, sachant que il y a déjà 728 485,7 euros de dépenses engagées et non mandatées à la clôture de l'exercice 2023, qui donc, dès lors qu'elles seront mandatées, vont réduire cet excédent d'autant. Voilà. Il est donc proposé à notre Conseil d'adopter le compte administratif 2023 du budget tel qu'il vient d'être présenté. Sachant qu'à l'issue de nos discussions, Madame le maire devra quitter la séance pour permettre, dit la loi, la liberté de vote de chacun. Du coup, les
des discussions, des questions, des demandes de précision? Non? C'est clair, hein? Eh bien, je vais faire un petit tour. Passer de ta présence. Mais je vous propose donc de passer au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Les autres sont pour. Merci. On va pouvoir rappeler Madame le maire. Le compte administratif est adopté par notre conseil. Personne n'a pas pris part au vote. Il y a eu 3 abstentions, pas de vote contre, et les autres sont donc des votes positifs. Eh bien, merci Gérard. Eh bien, on va continuer maintenant avec l'affectation des résultats 2023. Je viens de le dire, je veux bien le répéter, les excédents de fonctionnement ont vocation à financer les investissements, c'est-à-dire les acquisitions durables, qu'il s'agisse de bâtiments, d'équipements, de véhicules, etc. Donc il est donc logiquement proposé à notre Conseil d'affecter l'excédent de fonctionnement à la clôture 2023 qui se monte, je le rappelle, à 641 322,33 €, de l'affecter en intégralité en recettes d'investissement. Y a-t-il des remarques? Non. Alors je mets au vote. Qui s'abstient? Personne. Pardon. Qui s'abstient? 3. Qui est contre? Personne. Donc, le conseil municipal adopte l'affectation du résultat de clôture de fonctionnement 2023 au budget des fiscalités directes maintenant. Point 4. Nous allons donc... Alors, il va être proposé à notre conseil de reconduire les taux d'imposition existants. Souvenons-nous que l'an dernier, à pareille époque, c'est au terme d'une étude, d'une réflexion, de débats approfondis et d'avis contrastés que nous avions finalement décidé majoritairement de ne pas modifier nos taux d'imposition. Les éléments de contexte étant les mêmes aujourd'hui, à savoir une situation économique et politique nationale, voire même internationale, incertaine, un contexte d'inflation dont certains observateurs disent qu'il pourrait peut-être se résorber dans le moyen terme, mais enfin, l'inflation est toujours là. Des taux d'imposition relativement hauts à Noyaret, une revalorisation des bases d'imposition décidée par l'État. Cette revalorisation des taux d'imposition était de 7,1% en 2023. Cette revalorisation est de 3,9% cette année. Sans doute peut-être parce que l'inflation est en voie de résorption, souhaitons-le. Il s'y ajoute, nous venons de le voir, une capacité à dégager de façon régulière des excédents de fonctionnement. Bon, dans ce contexte, il est apparu logique, après des débats beaucoup moins longs en séance préparatoire,
de proposer à notre Conseil de reconduire les taux d'imposition existants. À savoir, pour la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, 11,23%, le foncier bâti, 44,19%, et puis non. Alors, les taxes périphériques, le foncier non bâti, le taux est toujours de 84,14%. Voilà. La taxe d'habitation pour les résidences secondaires n'est pas modifiée depuis déjà très longtemps. Elle reste à 11,23%. Voilà. Donc, reconduction des taux d'imposition. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Je rappelle à Tony Xereta qu'il y a les deux élus qui voulaient augmenter les impôts sont là-bas. Non, je le dis en riant, mais c'est des vrais débats. Enfin, parce que c'est aussi penser les choses sur les 4-5 prochaines années. C'est pas que sur l'année. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de projets en cours. Enfin voilà. Mais on tient la barre. Donc, y a-t-il des questions, des remarques? Non. Donc, je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? 2. Qui est contre? Personne. Eh bien, le conseil municipal adopte le taux de fiscalité suivant pour 2024, comme Gérard les a déjà déclaré. Alors, on passe au gros morceau. L'adoption du budget primitif 2024 de la commune. Alors, je suis désolé, je vais sûrement parler un peu plus longtemps, mais pas trop longtemps. Pourquoi pas trop longtemps? Parce que je vais simplement vous proposer un résumé, une sorte de synthèse d'un travail que nous connaissons tous et que nous avons validé. Nous avons validé le 11 mars dernier. Donc, chaque membre du conseil municipal a déjà en tête toutes les options financières que contient notre budget. Je rappelle que notre budget a été construit au départ par délégation. Ce sont les élus, en liaison avec les services administratifs concernés, qui ont fait le premier travail. Puis, nous l'avons validé en commun. Ce ne sont pas ni les membres du trinôme financier, ni le maire seul, mais c'est bien l'ensemble de notre groupe qui a validé le budget 2024 lorsque nous nous sommes réunis le 11 mars dernier. Alors tous, oui, sauf, pardonnez-moi de le dire, les élus représentant la liste minoritaire qui, bien qu'invités, n'étaient pas présents. Alors, le résumé que je vais vous faire concerne bien entendu d'abord la section d'investissement, puis d'abord la section de fonctionnement, puis la section d'investissement. En fonctionnement, notre budget s'établit à 2 762 800 €, montant des recettes prévisionnelles. Les prévisions de dépenses sont évaluées quant à elles à 2 207 300 €. Il en résulte un excédent prévisionnel de fonctionnement de 555 500 €. Excédent prévisionnel de fonctionnement qui est dans la lignée des résultats de fonctionnement que nous constatons depuis quelques années. Donc je rappelle l'importance de constituer des résultats de fonctionnement positifs permettant à la commune de se projeter dans l'entretien des bâtiments et également dans les investissements. Alors, ces prévisions de dépenses et de recettes de fonctionnement sont sincères, comme il convient. Les recettes ne sont pas surestimées et les dépenses ne sont pas sous-estimées. Les recettes tiennent compte de la revalorisation des bases d'imposition
de 3,9% dont j'ai parlé tout à l'heure, décidée par l'État. Et elles tiennent compte aussi de la reconduction des taux d'imposition qui dépendent de la commune que nous avons examiné précédemment. Je parlerai d'abord des dépenses. Les dépenses, elles sont constituées en grande partie de reconduction de crédits qui permettent d'assurer la pérennité des services et d'accompagner la vie quotidienne des habitants. Voici un rappel de quelques éléments notables. En matière de personnel, on notera un crédit de formation de 7 500 €, car l'efficacité du service, c'est d'abord la compétence des agents. Un crédit de 12 000 € destiné à financer la prime pouvoir d'achat. Je ne vais pas vous parler longuement de la prime de pouvoir d'achat parce qu'elle fait l'objet d'un point ultérieur de l'ordre du jour. Je dirais simplement, pour faire le lien avec le budget, c'est que cette prime, dont la faculté a été donnée aux communes par l'État, donc la faculté c'est celle de la donner ou de ne pas la donner, nous avons choisi donc de la distribuer aux agents pour des raisons qui seront sans doute explicitées plus tard. Il y en a une qui concerne le domaine financier, c'est de dire que les bons résultats de gestion, eh bien c'est aussi le travail des agents communaux. Donc, dans une commune dont on peut se dire qu'on a de bons résultats financiers annuels, eh bien, il est logique que les personnels puissent bénéficier aussi, quelque part, de leur implication. Toujours dans le domaine du personnel, après avoir créé le DUERP, pardonnez le cycle, le document unique d'évaluation des risques professionnels, nous financerons sa mise à jour pour 8 000 €. En matière de dépenses autres que personnelles, les actions que nous avons initiées seront poursuivies, avec notamment la gestion du cimetière, par la procédure de reprise des concessions abandonnées, toujours l'organisation des archives, 12 000 €, enfin les crédits relatifs à l'embellissement et à l'animation de la commune, notamment les subventions aux associations, seront reconduites. Bon, il n'est peut-être pas inutile de rappeler que le soutien à l'animation, c'est bien sûr des subventions aux associations, c'est aussi le financement complémentaire de certains événements, mais c'est aussi l'effort que fait notre collectivité de mettre à disposition des activités, des associations, un certain nombre de locaux pour un nombre d'heures important par semaine et par an. S'agissant du budget d'investissement, je voudrais tout d'abord rappeler, parce que c'est important, que l'an dernier, pour la première fois de son histoire, notre commune dispose d'un document que l'on appelle habituellement le PPI, Plan prévisionnel des investissements. À Noyaret, nous l'avons nommé PPDI, Plan prévisionnel du désendettement et des investissements. On le sait tous ici. Si on le nommait ainsi, c'est compte tenu de l'ampleur de la dette contractée auprès de l'EPFL et des pertes financières qui en résultent, du fait de la dépréciation de certains biens que la commune avait réservés dans les années 2008-2010 et qu'elle est aujourd'hui contrainte de racheter pour des sommes qui n'ont rien à voir au prix auquel elles vont être payées du fait de leur dépréciation. S'agissant donc de la section d'investissement, on peut classer les inscriptions de crédit sous 5 rubriques commodes: le désendettement, les gros projets, les investissements de vie quotidienne, l'entretien du patrimoine et puis les équipements des services municipaux. Rubrique importante tout d'abord, le désendettement. Alors, le désendettement,
deux choses. Il y a un désendettement auprès du système bancaire et le désendettement auprès de l'EPFL. Le désendettement auprès du système bancaire, la commune doit faire face à un endettement classique qui n'appelle pas de commentaires particuliers. 197 000 € sont inscrits au budget pour rembourser le capital des emprunts qui ont été contractés avant notre gestion. Le désendettement auprès de l'EPFL demande sans doute quelques précisions. Notre budget 2024 comporte à ce titre un crédit de 259 000 € pour le rachat des biens suivants. D'abord, le rachat du local où se trouvait la pharmacie avant qu'elle ne rejoigne l'immeuble L'Authentique, ceci pour 29 000 €. Le rachat des maisons jumelées des 72 et 90 rue du Maupas. La vente de ces maisons, compte tenu de la dépréciation auquel je faisais allusion tout à l'heure, se solde par un reste à charge pour la commune de 312 000 €. Je redis qu'il s'agit d'une perte financière sèche. Le remboursement et le paiement de cet achat sera fait sur 3 ans, dont 104 000 € en 2024. Ceci conformément au plan de sortie de portage qui a été discuté et négocié avec l'EPFL depuis notre prise de fonction. La ferme Grange du 26 rue du Maupas. Le portage est réservé depuis 2010. Là aussi, il s'agit d'un bien qui a perdu de sa valeur et qui n'a pas fait l'objet de projet. Sa vente se solde par une perte pour la commune de 34 000 € qui est inscrite à ce budget 2024. Il y a encore le rachat de 2 autres biens qui est prévu en 2024. Le terrain ex-Grébille, route de la Vanne, pour 56 000 € en 2024 et il y aura encore 56 000 € en 2025. Et le terrain du Chapotier, terrain acheté cher car constructible alors qu'il ne l'est plus aujourd'hui. Néanmoins, il faut le racheter. L'EPFL consent une prise en charge de la moitié de la perte financière, mais il faudra quand même en payer la moitié sur plusieurs échéances. Je crois que c'est sur 8 échéances, donc 36 000 €, première échéance en 2024. Après le désendettement, les gros projets. De quoi parle-t-on? Essentiellement de la rénovation de l'église et de la rénovation énergétique des bâtiments, auquel on peut peut-être ajouter un degré moindre le projet concernant la cantine scolaire. Alors l'église, c'est un gros morceau. Il représente une inscription de crédit de 852 000 €, plus 33 000 € de maîtrise d'œuvre. On a fait plusieurs fois ici l'historique de la restauration de l'église. Je ne vais pas le faire une nouvelle fois. Je dirais simplement que, enfin, les travaux vont démarrer et enfin, ce bâtiment sera protégé et il permettra aussi d'avoir un usage pour les habitants, que ce soit pour le culte ou pour des animations ou de représentations, car chacun sait que l'acoustique de notre église est inimitable. Quant à la rénovation énergétique des bâtiments, pour l'année 2024, c'est un crédit de 78 000 € de frais d'études et 253 000 € pour une première tranche de travaux. Pour la cantine, ce sont des frais d'études, la cantine scolaire j'entends, ce sont des frais d'études pour 36 000 €. Bon, je voudrais quand même dire un mot de la rénovation énergétique. Donc chacun doit bien en mesurer l'ampleur pour la commune. Il fera l'objet d'un financement innovant qui s'appelle Intracting, dont je ne parle pas, car là aussi ce fera l'objet d'un point qui sera développé tout à l'heure par Johan. Autre point important que comporte notre budget d'investissement, c'est l'entretien du patrimoine. Le gymnase va bénéficier d'un crédit de 167 000 € pour voir la réfection du local associatif.
et pouvoir l'aménagement d'un local de rangement et aussi divers travaux. Le cimetière, 35 000 € pour une tranche de réfection du mur d'enceinte, sachant que cette année, l'année passée, a vu la rénovation et le drainage du mur qui est situé en amont. Une mauvaise surprise avec les ponts, c'est le pont du Paillet qui donne des signes de faiblesse et un crédit d'étude pour la réfection de ce pont, qui est un pont en charge communale, ce n'est pas un pont en charge métropole. Un crédit d'étude de 30 000 € a été inscrit. Je passe aux investissements de la vie quotidienne qui sont souvent attendus par les utilisateurs des services et des équipements communaux. La rénovation de l'éclairage public sera poursuivie pour 77 000 €. Le panneau lumineux d'information complètement hors d'usage sera remplacé, 18 000 €. Divers panneaux signalétiques et d'information seront installés dans la commune, dont un règlement de propreté pour la plaine des sports, le tout pour 3 600 €. Je rappelle que s'agissant de la plaine des sports, nos collègues en charge de ce sujet pourront développer. Nous avons fait le choix de ne pas disséminer des poubelles partout, mais d'essayer de faire un plan pour la gestion et la propreté de ce site qui soit connu et concerté et observé par tous. Enfin, nous allons poursuivre la sécurisation des bâtiments en continuant le remplacement des badges d'accès pour 3 500 €. L'équipement des services communaux. Nous allons remplacer des véhicules de services techniques pour 65 000 € et aussi réaliser divers équipements informatiques pour la mairie, les écoles au titre du mobilier, tenant compte aussi de l'ouverture prochaine d'une nouvelle classe élémentaire dont on nous a rappelé en début de séance l'imminence. Voilà, bien entendu, en recettes d'investissement, notre budget prévoit les plans de financement optimisés pour chacune de ces opérations. En définitive, il sera donc proposé à notre Conseil d'adopter le budget que je viens de résumer et aussi d'autoriser le maire à opérer des virements de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans les limites suivantes: fonctionnement 7,50% des dépenses réelles et investissement 7,50% des dépenses réelles. Je rappelle que nous avions adopté dans notre conseil voici quelques mois le passage à l'instruction comptable M57 qui remplace la précédente instruction comptable et qui donne un peu plus de souplesse de gestion que ne permettait l'ancienne. Donc c'est pour cela que des virements de crédit de chapitre à chapitre dans les conditions et les règles que je viens de rappeler seront possibles, ne justifiant pas forcément une saisie du Conseil chaque fois qu'il faut abonder un compte alors qu'il y a un crédit disponible sur un autre. Voilà. Merci beaucoup Gérard. Eh bien, place aux questions et aux discussions. Oui, bonsoir. Une petite question, Monsieur Fay. Concernant la taxe sur les pylônes électriques, j'ai regardé les montants du budget l'année dernière. On était à 174 000 et là, on est à 140 000. Est-ce qu'il y a une baisse dans les taxes ou... Alors, la réponse, elle est toute simple, c'est-à-dire que le gestionnaire du réseau électrique va utiliser moins de pylônes. Voilà. Alors, c'est très bien, ces pylônes, on les enlève, ce qu'on peut souhaiter, mais effectivement, ça fait une différence dans les prévisions de recettes qui sont donc moins importantes que ce qu'elles étaient par le passé. Il y a 26 pylônes en moins. Merci. Et autre chose, dans le fonctionnement de dépenses, dans le compte 622, on a une rémunération intermédiaire honoraire de 35 000 l'année dernière, 36 000 cette année. Ça concerne quoi, s'il vous plaît? Les honoraires, c'est les honoraires d'avocats, essentiellement. Merci pour votre réponse.
Oui, je voulais juste rebondir sur les pylônes. Est-ce que ces 26 pylônes vont être enlevés finalement? Est-ce que les 26 pylônes vont être enlevés finalement? Ah ben, je vous ai dit que j'espérais qu'ils le soient. En tout cas, pour l'instant, ils ne sont plus utilisés, donc on n'a plus de taxes. Oui. Maintenant, pour l'environnement, effectivement, il faudrait que cette décision de ne plus utiliser ces lignes électriques soit suivie des faits et qu'on retrouve donc de la verdure là où il y en avait autrefois. Et donc ça dépend de qui Du gestionnaire du réseau électrique. Mais l'équipe, enfin la commune n'a pas un moyen de faire pression là-dessus? Non, normalement, ils doivent être enlevés, mais c'est voilà. Après, ça, c'est les choix des gestionnaires. Donc ça, on n'est pas maître de leur calendrier, par contre. Et s'ils tardent à faire, on leur dira que ça serait bien qu'ils repayent la taxe. Voilà. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres demandes, d'autres souhaits de questions? Non? Eh bien, je vais donc mettre ce budget au vote. Alors, qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? 3. Qui est contre? Personne. Eh bien, le conseil municipal adopte le budget primitif principal de la commune pour l'année 2024 tel qu'il vient d'être présenté. Alors, on continue avec le point 6, l'autorisation d'emprunt dont Gérard a parlé, la signature de convention de financement Intracting. Et je signale juste le départ d'une élue, et donc j'ai le pouvoir maintenant de Brazer Ribeiro à partir de maintenant. On t'écoute, Johan. Bonsoir. Donc oui, c'est ce que Gérard a discuté dans les points du budget. Donc on fait une demande d'autorisation d'emprunt, mais un emprunt très particulier nommé l'Intracting auprès de la Caisse des dépôts. Donc avant d'aller un peu plus loin, cet emprunt est dans le but de la rénovation énergétique des bâtiments communaux, donc la mairie, la maison des associations, l'école élémentaire et la maternelle, ainsi que le gymnase. Donc ça fait suite aux audits que l'on a déjà réalisés et qui ont fait l'objet d'un financement et même d'aide. Et tout ça rentre dans le cadre un peu plus global donc du décret tertiaire nous obligeant à avoir des réductions énergétiques des bâtiments avec différentes échéances allant jusqu'à moins 40% nécessaires pour entrer dans ce cadre. Donc, pour financer des rénovations de cette ampleur, parce que l'audit énergétique montrait quand même des besoins assez massifs de rénovation, nous sommes orientés avec différents conseils de la LEC et de la métro vers un financement Intracting. Donc, l'Intracting est une forme de prêt un petit peu particulière. Donc, c'est un prêt à 2%. Qui se finance sur les économies d'énergie réalisées sur les bâtiments communaux du fait des travaux qui ont été financés par cet emprunt. Donc il y a un avantage par rapport à un prêt particulièrement classique, c'est que si les économies ne sont pas à l'ordre du jour parce que les travaux n'ont pas permis de faire des économies, ou beaucoup moins, l'étalement du prêt, il y a un étalement du prêt qui est calé sur ces économies. Donc c'est vraiment un dispositif très particulier qui permettra d'avoir donc c'est un prêt de 500 000 €, donc on ne peut pas plus faire un prêt sur l'intégralité du projet qui est de l'ordre d'1 million d'euros, 1,20 million, quelque chose comme ça, 1,20 million. Donc pour être éligible Intracting, il est indispensable que les travaux envisagés aient un retour sur investissement de 13 ans maximum. Donc, certains travaux qu'on aurait bien pu intégrer n'ont pas pu être intégrés, comme par exemple les huisseries qui ont des retours sur investissement qui sont très au-delà de ces 13 ans. Le versement de ces 500 000 € de prêt se fait en 3 ans, donc 170 000 la première année, donc en 2024, l'année prochaine autant,
et 160 000 en 2026. Donc les travaux seront, donc il y a eu un plan de financement où on compte donc sur différentes aides complémentaires et où on se retrouverait avec environ 130 000 € de reste à charge. Donc l'avance versée sur ces 3 années successives, donc le montant global de 500 000 € doit être remboursé sous 13 ans. Et donc le plan triennal de travaux, donc sur 3 ans, donc 170, 170, 160, voilà, c'est le plan du prêt. Donc je propose d'autoriser Madame le maire à signer ce prêt. Merci. Johan, puis peut-être une petite précision quand même, c'est que l'Intracting, c'est quand même un gros dispositif à mettre en place. Donc il y a quand même tout un groupe d'élus qui a travaillé avec notre Jean-Baptiste. Et on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de petites communes qui se saisissaient, tellement le dispositif était lourd quand même. Oui, donc pour appuyer un petit peu ça, donc c'est un dispositif qui ne fonctionne que pour des prêts entre 500 000 à environ 5 millions d'euros. Donc on est vraiment, et pour tout vous dire, on est la seule commune de la métro à utiliser ce type de prêt. Donc on est un peu pionnier là-dedans. Jean-Baptiste a un peu souffert, voire même bien souffert pour la mise en place de ça. Pour vous donner une idée de la lourdeur quand même administrative de la chose, donc en plus de toutes les études qui ont été nécessaires, les études complémentaires, il va falloir mettre en place comment on appelle ça, un groupe de suivi des performances énergétiques par ces travaux, donc qui va regrouper donc à la fois des élus, le maître d'œuvre, la caisse des dépôts, afin d'avoir un suivi tous les 6 mois de l'avancée de ce dispositif. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement lourd. C'est un peu un pari de la commune d'utiliser ces outils à notre disposition. C'est à la fois une chance et vraiment une complexité qu'il va falloir absorber. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes de précision? Ouais, moi, plutôt une demande de précision. Je n'ai pas compris ce qui se passe si l'efficacité n'est pas à la hauteur du remboursement. Ça fait partie, c'est pour ça que c'est un prêt à 2% déjà. C'est parce qu'il y a une part de risque de la part de la Caisse des dépôts également. Donc les prêts, c'est assez vague dans la convention, mais donc ils peuvent être étalés, réévalués via ce comité de pilotage. Donc au-delà des 13 ans. Donc voire au-delà de ces 13 ans. Oui. Après, ils ne rentrent vraiment pas dans les détails dans la convention, donc c'est un mécanisme, je pense, qui peut être mis en place. Il y a un cadre, mais il laisse assez de latitude pour avoir un échéancement sur ces paiements qui vont au-delà. Et aussi dans les bâtiments, au-delà des bâtiments, donc le reste de la rénovation de l'éclairage public de Noyaret y est inclus. Histoire de finir donc sur la 3e année, toute la rénovation, donc l'intégralité de la commune serait en LED à ce moment-là. Ce dispositif est quand même pensé pour inciter les grosses communes, on va le dire comme ça, à se lancer dans les travaux. Et pour les petites, c'est un peu plus compliqué, mais on y va. D'autres questions, remarques? Non? Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Donc le conseil municipal donne son accord pour cet emprunt dans le cadre du dispositif de l'Intracting. Et m'autorise à signer donc la convention de financement avec la Caisse des dépôts et des consignations. Nathalie, on passe maintenant à la partie domaine et patrimoine. Tu vas nous parler de la sortie de portage par le PFL du local commercial. Tout à fait. Donc ce local fait partie des biens qui doivent être achetés par la commune en 2024. Vu la délibération 2011-089 du conseil municipal de Noyaret en date du 7 novembre 2011 relative à la saisine de l'EPFL de la région grenobloise pour une mise en réserve foncière au prix de 90 000 € du bien situé sur la parcelle cadastrée AB55 au rez-de-chaussée du 87 rue du Maupas à Noyaret, correspondant au lot numéro 3 de la copropriété de ce bâtiment,
est lui-même composé d'un local commercial, artisanal ou professionnel situé au rez-de-chaussée et des 315 millièmes des parties communes générales. Vu la convention de portage 2011-22 signée le 29 novembre 2011 entre l'EPFL et la commune de Noyaret, ainsi qu'un avenant du 21 décembre 2015, vu la délibération 2021-036 du Conseil municipal de Noyaret en date du 27 septembre 2021 relatif au rachat à l'EPFL des murs de la pharmacie, cadastré AB55, vu la délibération 22DL036 du Conseil d'administration de l'EPFL en date du 16 juin 2022, détaillant les modalités de portage, de cession, de minoration et de participation aux frais d'études, considérant que le délai de portage du bien précité auprès de l'EPFL est échu depuis 2018, considérant qu'en application des dispositions de la Convention, le prix de cession contractuel est établi à 108 953 € hors taxes, et le bilan des dépenses et recettes réellement supportées par le PFL est établi à 28 834 € hors taxes. Donc ce montant correspond en fait aux frais réels de portage jusqu'à présent, auxquels on ôte les recettes liées au loyer de la pharmacie. Considérant que le montant ci-avant exposé est déterminé hors taxe sur la valeur ajoutée et représente le prix net devant revenir à l'EPFL, et que le régime de TVA immobilière applicable à cette mutation est celui de la TVA immobilière sur la marge. Le bien ayant été acquis au prix de 90 000 € net vendeur, la marge est négative. Donc, je propose au conseil municipal de mettre fin à cette opération. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Non. Je pense que la pharmacie, un local, vous l'aviez bien compris, la pharmacie, elle est plutôt contente, je crois, de son nouveau local. Alors, pas de questions. Donc, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Donc, le conseil municipal donne son accord. Nous passons au point suivant sur l'urbanisme et l'environnement, avec Johan, rapporteur du point sur la validation de l'engagement de la commune dans l'atlas de biodiversité communale porté par le parc naturel régional du Vercors. Oui, c'est ça. C'est un volet de la portée d'un projet porté par le parc du Vercors, donc l'atlas de la biodiversité communale, qui a déjà eu une série de communes il y a quelques années dans le premier volet de cet atlas, qui a déjà eu lieu, et donc le parc du Vercors lance un deuxième appel à projet sur cette thématique dans laquelle Noyaret, donc on souhaiterait participer à cet atlas. Donc l'atlas de la biodiversité communale donc va à la fois faire cohabiter des experts, le parc du Vercors, mais aussi une participation citoyenne active à la fin de valoriser donc tout l'aspect naturel de Noyaret, le recenser. Il y a tout un site web, il y a des actions auprès des écoles, voilà, c'est tout un package. Donc bien sûr, le parc du Vercors nous demande une participation financière aussi à cet atlas. Donc la participation pour la commune de Noyaret, donc un cofinancement de 3 070 € sur une durée de 3 ans. Merci. Alors, je ne sais pas si ce sera dans le bouquin, mais il y a de l'ail des ours dans le bois du Gélineau, tout le monde le sait. Hein? Dans tous les cas, l'atlas précédent, donc le site web est disponible sur le parc du Vercors, et je peux que vous encourager à venir voir donc les rentrées qui ont eu lieu sur cet atlas pour les autres communes, et donc la possibilité offerte aussi par cet outil. Eh ben mon ail des ours, il ne sera pas dans le parce qu'il n'est pas du côté parc. Il est de l'autre côté.
Non. Bon, ben, je viens de dire à tout le monde où on trouve de l'ail des ours. Il y en a aussi à Easy. Ouais, bien c'est que le vraiment pas parc, rare, ce machin. C'est que c'est pas bon, en fait, non? bien que le Si, parc c'est du bon. Vercors, effectivement, s'arrête à la RD, on a déjà soumis cette problématique. Donc, toute saisie par les habitants de faune ou de flore de l'autre côté de la RD sera bien sûr acceptée dans ce petit atlas. Vous voulez que je donne le secret des... Où est-ce qu'on trouve les morilles aussi? Il n'y en a pas à Easy. Bon, merci. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, le conseil municipal donne son accord et valide l'engagement de la commune dans cette démarche d'un atlas de biodiversité. Alfio, est-ce que tu as un micro? Oui. Alors, on passe maintenant à la partie qui concerne Grenoble-Alpes Métropole, avec notamment le versement d'un fonds de concours par la commune de Noyaret à Grenoble-Alpes Métropole pour les travaux de proximité. Le proxy. Merci. Alors, quelques points sur cette délib. Donc, nous savons tous que les compétences voirie et aménagement de l'espace public est à la charge donc de la Grenoble-Alpes Métropole. On parle dans cette délib de travaux de proximité. C'est une enveloppe qui représente 4 184,17 € hors taxe. Et ces opérations sont des petits travaux de type marquage au sol, petite sécurisation et autres. Cette enveloppe est prise normalement à 100% par la Grenoble-Alpes Métropole, mais il existe un principe de bonification. Au vu du dépassement des 2 dernières années prévu de cette enveloppe pluriannuelle, la commune de Noyaret prend en charge une part du financement à travers ce fonds de concours de proximité. Sur 2022-2023, plusieurs travaux de proximité donc ont été faits pour un montant global de 20 728,74 € hors taxe. Si joint en annexe les travaux, ça représente notamment nos fameux panneaux de signalisation qu'on a attendus depuis 1 an et demi, où il y avait un couac au niveau du prestataire, et la Grenoble-Alpes Métropole a fait le nécessaire pour en trouver un autre et nous fournir ces panneaux de signalisation. Il y a aussi quelques marquages au sol, justement pour promouvoir tout ce qui est déplacement doux, et notamment au niveau de la route de la Vanne et du chemin du Béolin. Donc la part que la commune va devoir investir est de l'ordre de 10 364,37 € hors taxe sur les 20 728 annoncés pas en pièce jointe mais en annexe. Donc il est proposé d'attribuer un fonds de concours de 10 364,37 € hors taxe à la Grenoble-Alpes Métropole pour financement des opérations de proximité sur l'espace public, et proposer d'autoriser donc Madame le maire à signer la convention afférente en annexe. Merci Alfio. Y a-t-il des questions? Non. Eh bien, qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, le conseil municipal donne son accord et décide d'attribuer le fonds de concours de 10 364 €, qui laisse un petit peu plus de latitude. Nous continuons maintenant avec la thématique urbanisme et environnement. Et Nathalie, tu es prête à nous expliquer cette autorisation donnée au maire pour déposer une demande de déclaration préalable pour l'installation de la clim à l'espace santé. Tout à fait. Bon, c'est une petite délibération qui concerne effectivement l'installation d'une clim à l'espace santé afin d'améliorer le confort thermique en été comme en hiver. Donc, nous avons la nécessité de déposer une demande de déclaration préalable et d'obtenir une autorisation pour les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant. Donc, je propose d'autoriser le maire à déposer la demande pour l'installation de la climatisation en façade de l'espace santé situé au 211 rue de l'Érard à Noyaret, et concernant les parcelles cadastrées AD 129 et AD 166. Merci. Et puis je rajoute, c'est qu'on a bien à cœur que voilà, nos soignants auxquels on tient beaucoup, puis vous avez pu le consulter dans le dernier bulletin municipal,
on a à cœur de les soutenir et de leur amener le confort nécessaire à tout le monde et aux nuxérétains, les patients. Donc, y a-t-il des questions? Non. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Donc, le conseil municipal donne son accord pour la déclaration préalable. On continue avec Sandrine Curtet. On passe cette fois-ci côté projet école avec l'autorisation pour déposer une demande de déclaration préalable pour la réalisation d'une clôture. Explique-nous tout ça. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, considérant le projet conjoint de l'école maternelle et de la commune de Noyaret d'installer une nouvelle clôture sur les parcelles cadastrées AL79, AL81, AL110 et ou AL139 pour le besoin de l'école maternelle, donc qui est située route de la Vanne, et dans le cadre d'un projet élaboré par l'école maternelle et intitulé « La nature, c'est la classe ». Je vous parlerai plus précisément de ce projet dans la délibération suivante, puisque cette délibération concerne le projet de la délibération suivante. Donc le terrain dont je parle, c'est le terrain qui est situé entre la cour de l'école maternelle et le lotissement du Cerisier des Bauches. Donc c'est le terrain où devait être faite la crèche. Voilà, donc c'est ce terrain-là qui est concerné par cette demande. Donc, considérant la nécessité imposée par l'article R420-12 du Code de l'urbanisme de déposer une demande de déclaration préalable et d'obtenir une autorisation pour les travaux de construction de clôture dans un secteur délimité par un plan local d'urbanisme, je vous propose donc d'autoriser Madame le maire à déposer une demande de déclaration préalable pour installer cette nouvelle clôture donc sur les parcelles dont je vous ai déjà parlé pour l'école maternelle, où vous savez où elle se trouve. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne non plus. Donc le conseil municipal donne son accord et autorise au dépôt de cette demande de déclaration préalable. Sandrine, du coup, tu continues à développer un peu ce projet, un projet CNR pour l'école maternelle. Donc je vais continuer. Donc, vu la loi de financement pour 2023, prévoyant son article 186 que par dérogation au dispositif de l'article L211-8 du Code de l'éducation et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026, l'État peut participer au financement des dépenses générées par les projets pédagogiques des écoles publiques. Et vu le projet pédagogique présenté par l'école maternelle La Coccinelle relevant de la collectivité, dans le cadre de la démarche nationale Notre école, faisons-la ensemble, lancée par le Conseil national de refondation, donc c'est-à-dire ce projet CNR, une vaste concertation a été ouverte sur tout le territoire français, associant les équipes pédagogiques dans les écoles, les collèges et les lycées volontaires, mais aussi les familles, les élèves et les élus locaux, représentants d'associations, acteurs du tissu associatif, avec pour perspective la liberté d'innovation des équipes portée par une dynamique collective. Donc, l'équipe de l'école maternelle La Coccinelle s'est saisie de cette démarche pour élaborer un projet ambitieux intitulé donc La nature, c'est la classe. Alors ce projet, construit en partenariat avec plusieurs structures, a fait l'objet de rencontres et d'échanges approfondis avec les élus et avec les agents de la commune. Donc ce projet est inscrit sur 3 ans jusqu'en 2026. Il vise à aller à la rencontre de la nature, puis la ramener à l'école pour en faire son quotidien. Donc dans un premier temps, il a s'agi de faire classe dehors, 1 semaine sur 2 la première année, puis toutes les semaines de l'année suivante. Donc cette classe dehors a débuté donc cette année. Donc les enfants se déplacent jusque sur une parcelle communale qui a été sécurisée. Donc cette parcelle est communale, donc elle a été sécurisée par la commune et qui se trouve dans le bois du Jalino. Donc apparemment les enfants sont très contents, les parents sont très contents, les équipes pédagogiques sont très contents. Donc tout le monde est très content. Donc ça c'était la première partie. Ensuite, il y a l'appropriation des espaces naturels, mais aussi la construction d'un jardin pédagogique et la végétalisation des espaces de l'école sont prévus. Donc, pour ce qui concerne la végétalisation des écoles, c'est des opérations qui coûtent très cher.
Donc finalement, nous, on a pris le parti de végétaliser la cour d'école en agrandissant la cour d'école dans le parc à côté. Donc voilà. Donc l'objectif est ainsi de combiner l'enseignement entre les murs avec la classe dehors, amenant les enfants à faire le lien entre l'école et la vie quotidienne, entre la théorie et l'expérience directe. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, ce projet s'échéance sur 3 ans et un travail de programmation budgétaire avec des travaux prévus sur chaque année. Au regard de l'ambition de ce projet que la collectivité soutient pleinement, il est proposé au conseil municipal de donner son accord et de solliciter l'État via l'académie au titre du soutien financier prévu dans le cadre du fonds d'innovation pédagogique entre l'État, gestionnaire du fonds, et la collectivité en charge des dépenses afférentes au projet pédagogique. Et donc d'autoriser Madame le maire à signer la convention de financement dans le cadre du fonds d'innovation pédagogique en annexe. Et voilà, donc en gros, la collectivité va solliciter l'État pour financer ce projet. Et donc normalement, le projet est financé à 100% par l'État, mais la collectivité devra faire l'avance de cet argent et ensuite nous serons remboursés sur la totalité de l'argent qu'on aura investi dans ce projet. Merci Sandrine. Voilà. C'est intéressant de voir aussi ce paradoxe où du coup on se bagarre pour maintenir une classe ouverte, pour avoir un nombre d'élèves qui soit respectueux du rythme de tout le monde, hein, et c'est compliqué. Et puis à côté de ça, la capacité de développer des projets comme celui-ci qui sont quand même issus de la méthode Steiner, Montessori, qui sont dits des écoles alternatives dont finalement l'éducation nationale peut bien s'inspirer et c'est tant mieux. Est-ce qu'il y a des remarques ou des souhaits d'intervention? Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, le conseil municipal donne son accord et autorise à solliciter le soutien financier de l'État en signant cette convention. Stéphane, tiens-toi prêt pour nous parler du dispositif d'aide à la formation au BAFA. Non, il n'est pas allumé là. Bravo. Bonjour à tous. Je vais vous parler du dispositif d'aide à la formation au BAFA. Donc j'informe que la commune souhaite, dans le cadre de sa politique jeunesse, remettre en place un dispositif d'aide à la formation au BAFA, ce qu'on appelle le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, au bénéfice chaque année de 4 jeunes de la commune, âgés de 16 à 25 ans. Le montant maximum de l'aide sera de 50% du coût du stage, que ce soit le stage de formation générale de base ou la session d'approfondissement. Et on va plafonner ça à 250 € par session. Donc les jeunes désireux de se former devront faire une demande par courrier précisant leur motivation, les dates, l'organisme de formation choisi, le coût de celle-ci et joindre un petit CV. Et donc les dossiers seront examinés et validés par une commission. Et l'aide sera versée après remise d'une attestation de présence et de réussite. Donc voilà, tout simple, c'est juste pour aider nos jeunes à se former sur quelque chose qui peut être utile. Voilà. Merci Stéphane. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Donc nous donnons notre accord pour relancer ce dispositif. Donc on a commencé à faire de la pub sur le site? Non, pas encore. Pas encore. Donc maintenant que c'est voté, on va... Oui, le site, il est un peu quick en ce moment, j'en parlerai après. Et à préciser, c'est juste pour noter que pour les jeunes, il y a aussi des aides de la CAF. Donc en fait, si ils ont une aide de la commune, une aide de la CAF, et pour les familles qui ont des très petits COEF, ils ont encore des aides complémentaires, donc c'est vraiment... faut pas hésiter, quoi. Oui. Juste pour savoir, pour l'aide qu'on va donner à ces jeunes, est-ce qu'ils vont devoir aider entre guillemets la commune avec des heures ou pas? Et non, parce que c'était pas bien facile à effectuer en fait. On ne pouvait pas facilement les intégrer. Alors, si on les intégrait par exemple dans le périscolaire,
c'était pas adapté parce que le périscolaire c'est des tout petits créneaux et en fait il faut que le jeune il puisse faire un stage d'une semaine ou 15 jours d'affilée et faire je sais plus combien c'est, 35, 70 heures. Et donc si on le fait intervenir par exemple sur le temps du périscolaire, il faudrait qu'il intervienne sur toute l'année, 1h30 par semaine, ça n'a pas de sens. D'accord, même si, parce que là la PGNV ne rend pas en compte. Ils ne peuvent pas aider par rapport à la PGNV. Alors après ça va faire des montages complexes, donc on a préféré rester sur quelque chose de simple. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on demande quand même une attestation de présence et de réussite pour voilà, que ce soit des jeunes motivés qui aillent jusqu'au bout du projet. D'accord, merci. Je l'ai voté, on l'a voté là déjà. On l'a pas voté. Alors on le vote. Donc qui ne prend pas part au vote? Personne qui s'abstient. Personne qui est contre. Personne. Donc le conseil municipal donne son accord. J'étais sûre de l'avoir déjà fait. Non mais ça, je l'ai pas. On n'a pas voté. On a voté. Ah bah c'est ça. Ah ben voilà, on l'a voté, d'accord. On disait, mais on l'a voté déjà, là, j'ai un bug. Allez, on se tient réveillé. Donc le point 14, on en a 19, on est au point 14. Convention de mise à disposition de la directrice de la PGNV. Ben, c'est toujours toi, Stéphane. Oui, donc on va faire ça. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà voté l'an dernier. C'est une convention qui n'est pas nouvelle. Donc c'est la convention qu'on appelle de mise à disposition de la directrice de la PGNV. Donc on rappelle que la PGNV remplit un rôle essentiel auprès de nos jeunes de Son-Noyaret et de Rêve-Rose. On rappelle que la directrice de la PGNV a été mise à disposition du service périscolaire depuis 2022. Que l'administration peut faire appel à un ou plusieurs salariés de droit privé pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé. Et donc, à ce titre, la commune de Noyaret a besoin du concours temporaire d'une animatrice en périscolaire, enfin sur les temps périscolaires. Donc, il est proposé, tel que mentionné dans la convention en annexe, que la directrice de l'association soit mise à disposition, avec son accord bien évidemment, de la mairie de Noyaret. Donc, pour exercer la fonction d'animatrice périscolaire. Donc, cette mise à disposition prend effet le 1er avril 2024 pour cesser à la fin de l'année scolaire en cours. Et donc, elle pourra être conduite de manière tacite à chaque fin d'année scolaire, pour l'année scolaire suivante dans son intégralité et dans la limite de 3 exercices, sauf dénonciation expresse de l'une ou l'autre des parties avec un préavis d'1 mois. Donc, la mairie de Noyaret remboursera à la PGNV, sur présentation d'une facture établie mensuellement, les rémunérations correspondantes. Donc, on propose d'autoriser le maire à signer la convention en annexe de mise à disposition de la salariée de la PGNV et de tout document nécessaire dans ce dossier. Voilà. Et on précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget communal. Merci. Y a-t-il des questions? Non, oui, c'est un dispositif qui fonctionne. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, le conseil municipal donne son accord et m'autorise à signer cette convention. On continue avec Christine qui va nous faire un point sur les ressources humaines. Tu as 4 délibérations. D'abord, la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat dont Gérard a parlé dans le budget. Tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus. Bonsoir à tous. Donc, vu le Code général de la fonction publique et le décret 2023-1006 du 31 octobre 2023, vu l'avis favorable du comité social territorial en date du 5 mars 2024, l'autorité territoriale propose à l'Assemblée délibérante d'instaurer la prime de pouvoir d'achat forfaitaire exceptionnelle pour valoriser le travail des agents, selon les modalités suivantes que je vais vous résumer. Les bénéficiaires, ce sont tous les agents publics employés en 2023 sur la commune de Noyaret. Les primes vont s'échelonner de 300 € pour les salaires compris entre 33 600 € et 39 000 € par an et pourront aller jusqu'à 800 € pour les salaires inférieurs à 23 700 €. Donc en gros, les petits salaires auront une prime plus importante que les gros salaires. Voilà. Cette prime sera versée avant le 30 juin 2026. Et donc, je vous invite à voter cette prime. Merci Christine. Alors, je sais qu'on avait questionné les communes à proximité. 2024.
Et on n'était pas nombreux en collectivité à se saisir de cette opportunité d'une prime. Alors bien sûr, il faut savoir que ce n'est pas financé par l'État, donc c'est vraiment au choix des collectivités, ce qui n'est pas le cas dans d'autres institutions de la fonction publique. Et bien sûr que les grosses collectivités, vu le nombre d'agents, c'est un budget énorme. Donc c'est vrai que les petites collectivités ont pu se saisir de cette opportunité-là. Parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de chance à Noyaret. On a vraiment des agents de qualité que je remercie pour leur dévotion, pour leur travail. Vraiment merci à eux. On sent, voilà, ça avance, quoi. Donc l'opportunité de pouvoir les remercier, comme on dit, les merci plein les poches. Voilà, on saisit une opportunité. Donc, y a-t-il des questions? Non. Donc, je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne non plus. Donc, le conseil municipal donne son accord et décide d'instaurer la prime pouvoir d'achat exceptionnelle dans ces conditions-là et de prévoir bien sûr les crédits au budget 2024. On continue avec un point sur la protection sociale complémentaire de la prévoyance, mandat donné au CDG 38. Alors, vu les articles L827.1 et suivants du Code général de la fonction publique, vu les articles L221.1 et suivants du Code général de la fonction publique relatif à la négociation et accord collectif, vu le décret numéro 2011-1477 du 8 novembre 2011, le décret 2022-581 du 20 avril 2022, l'accord collectif national du 11 juillet 2023, vu l'avis du comité social territorial du 30 novembre 2023, pris sur la base de l'article du décret 2011-1474 précité, considérant l'intérêt de participer au marché mutualisé proposé par le CDG Isère et afin de pouvoir prendre une décision avant fin 2024, j'informe le Conseil que les employeurs publics territoriaux doivent contribuer au financement des garanties d'assurance de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'ils emploient souscrivent pour couvrir les risques de santé et les risques de prévoyance. Donc le CDG 38 a décidé de lancer en 2024 une consultation afin de conclure une convention de participation dans le domaine de la prévoyance. À cet effet, le CDG 38 a missionné un cabinet spécialisé pour élaborer le cahier des charges et l'accompagner dans la mise en concurrence et la mise en place du contrat. Donc le CDG propose aux employeurs intéressés de se joindre à cette procédure en lui donnant mandat par délibération. Donc en fait, je vous propose de se joindre à la convention de participation dans le domaine de la prévoyance que le CDG Isère prévoit de conclure conformément à l'article L827-7 du Code général de la fonction publique, de donner mandat au CDG 38 pour lancer la consultation, participer aux négociations avec les candidats ainsi qu'à toutes les actions nécessaires à sa conclusion et d'accepter la participation minimale prévue réglementairement. Merci. Y a-t-il des questions? Non? Eh bien, je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. Et qui est contre? Personne. Eh bien, le conseil municipal en a délibéré à l'unanimité. On continue avec le mise à jour des tableaux des effectifs adjoints principal de 2e classe. Adjoint technique, pardon, principal. Alors, dans un souci de maintenir ce tableau à jour, donc régulièrement on fait les mises à jour. Donc là, la mise à jour que je vous propose, c'est de supprimer le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans le tableau des effectifs. Merci. Est-il des questions? Non. Nous votons. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Donc, modification approuvée. Point 18. La création d'un emploi permanent de secrétaire général de mairie au grade d'attaché d'une commune de moins de 3500 habitants. Alors, vu le Code général de la fonction publique, et notamment ses articles L313.1 et L332.8, vu la loi numéro 2023-1380 du 30 décembre 2023, vu le budget, vu le tableau des emplois et des effectifs, considérant la nécessité d'assurer les missions suivantes, assister et conseiller les élus, participer à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratifs et financiers, gérer les ressources humaines, gérer les affaires générales, gérer les équipements municipaux. Donc, il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Donc, il est ainsi proposé
à l'Assemblée la création d'un emploi permanent de secrétaire général de mairie à compter du 1er avril 2024 pour remplir les missions citées ci-dessus. Donc je vous invite à donner son accord pour la création d'un emploi permanent et d'adopter la modification du tableau des effectifs ainsi proposé. Merci Christine. Et pour resituer, ça fait suite à la délibération de la dernière fois où l'emploi fonctionnel de DGS ne pouvait pas continuer. Et donc là, on est sur secrétaire mairie puisqu'on est sur une commune de moins de 3500 habitants. Alors, y a-t-il des questions? Non? Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Eh bien personne. Donc nous donnons notre accord pour la création de cet emploi permanent. Sandrine Moutin, et c'est la dernière. Alors, renouvellement de la convention de mise en œuvre du service métropolitain d'accueil du demandeur de logement social. Voilà. Explique-nous un peu le guichet d'accueil niveau 2, tout ça. Bonsoir tout le monde. Donc c'est une élaboration qui revient tous les ans. Donc on va renouveler la convention de mise en œuvre de service métropolitain d'accueil du demandeur de logement social. Entre la métro et Noyaré, nous sommes un guichet d'accueil de niveau 2, donc il en existe 3. Donc dans le cadre de la mission de la mise en œuvre locale des obligations légales liées à l'accueil et à l'information du demandeur, Noyaré se positionne sur un niveau de service à rendre par ses propres moyens. Donc la CIL de Grenoble Métropole a été créée en 2015 et ces règles, elle a construit et validé un plan partenarial de gestion de demande et d'information du demandeur. Donc toutes les demandes arrivent dans un même outil qui a été approuvé en 2017 et qui harmonise les informations données, la qualification de la demande. Elle a co-construit et validé une convention intercommunale d'attribution de façon à ce que tout soit organisé et au mieux pour le demandeur. Donc elle a tout un ensemble d'informations et de choix, donc cette commission. Et donc, il existe 3 niveaux d'accueil en fonction des communes. Donc l'accueil de niveau 1 permet juste de renseigner et d'orienter un demandeur vers un niveau 2 et un niveau 3. Le niveau 2, donc celui de Noyaré, consiste à réaliser un premier diagnostic de la situation, le cas échéant, soit mener un entretien conseil de la demande, soit proposer un entretien d'instruction sociale avec un chargé de mission sociale via les moyens métropolitains, d'enregistrer les demandes de logement social et toutes pièces relatives à la demande pour tout demandeur du territoire, de mettre en œuvre les règles d'organisation locale du dossier unique. Et certaines communes donc, peuvent aller jusqu'au niveau 3, qui, pour rappel, ont des agents qui vont pouvoir réaliser, accompagner, qui ont des travailleurs sociaux, et qui va concerner un certain nombre d'autres objectifs. Donc cette convention est revalidée tous les ans. Donc je vous propose d'inscrire le guichet d'accueil communal dans le niveau 2 au sein du service métropolitain, d'information des demandeurs de logement social, d'approuver la convention 2024 pour la mise en œuvre du service métropolitain d'accueil et d'information de la demande de logement social et d'autoriser Madame le maire à signer la convention 2024. Voilà. Merci Sandrine. Y a-t-il des questions? Non, donc je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne non plus. Donc le conseil municipal donne son accord à l'unanimité pour le renouvellement de cette convention. Je dois vous faire part de 3 décisions administratives. Alors, il y en a 2 qui concernent le mandatement du cabinet d'avocats Fessler, Jorcara et Associés pour représenter la commune devant le tribunal administratif de Grenoble et une autre devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Dans les 2 cas, c'est dans le cadre de la procédure au fond à l'encontre de la société Ordo et de la société Space Architecture Urbanisme. Pour rappel, la salle Polisson a pas mal de problématiques. Alors, c'est sûr qu'elle ne se voit pas à l'œil nu, mais on a pas mal de soucis et on est obligé de passer par le tribunal pour faire valoir nos droits et revoir un certain nombre d'éléments. Et puis, l'autre
décision administrative, c'est la signature du bail professionnel entre la commune de Noyaret et la société Espace Santé Noyaret. C'est-à-dire qu'on a la grande chance d'avoir un nouveau médecin qui est arrivé sur la commune déjà depuis quelques temps, qui s'est officiellement installé et qui du coup s'est monté en société. Donc c'est pour ça qu'on re-signe un bail, mais voilà, c'est une continuité de leur travail. Et donc nous avons signé ce bail chez le notaire. Un gros bail qui fait au moins 34 pages. Voilà. Et bien c'est tout fait. Et bien place aux questions. Questions diverses. Vous en avez marre, le dernier conseil municipal a duré 12 minutes, alors c'est bon, on peut prendre notre temps là. Moi j'aurais un point d'information. Donc pour l'Atlas de la biodiversité, vu que c'est participatif avec les habitants, on est en train d'organiser une réunion qui aura lieu le 14 juin. Donc on recommuniquera dessus, mais vous pouvez déjà réserver la date, 14 juin en soirée à la mairie, une réunion d'information pour commencer à monter ce projet. Attends, il faut un micro. Tu peux passer un micro? Ah, mais t'avais un micro. Je n'avais pas vu ce que... Non, bah c'est en plus la journée du 14 juin, il y a une commémoration, il y a un cinéma l'après-midi pour les enfants et le soir pour les parents. Avec expo de matériel militaire sur le parvis de Polisson. Donc je sais pas. On en reparlera après. Bon, on en reparlera, mais je tenais à le préciser. Il n'y a pas de... Ok. Sinon, quelques petites informations habituelles de la part de la culture. Donc le mois de mars se termine avec le festival Noyart qui a eu un beau succès ce mois-ci, mais avril ne sera pas moins culturel, même un petit peu plus, parce qu'il va commencer par un concert lyrique organisé par le comité des fêtes le 7 avril. Et après, dans la foulée, il va y avoir le festival des 10 jours, le festival métropolitain des 10 jours de la culture, donc avec des concerts qui sont des spectacles qui sont proposés pour que le maximum de personnes puissent y participer. Donc c'est des spectacles gratuits pour les spectateurs. Donc le mardi 9 avril, il y a un petit spectacle de théâtre musical. Le vendredi 12 avril, il y a un spectacle de jonglage de feu et il y aura un spectacle destiné au jeune public le mercredi 17 avril à 15h. Donc j'invite tous les habitants qui le souhaitent à venir découvrir un petit peu le spectacle vivant. Une dernière chose aussi, parce qu'en avril, ne te découvre pas d'un film, mais on a aussi un autre projet. Alors j'invite aussi ceux qui seraient intéressés, il y a déjà eu de la publicité sur le projet Ensemble qui va se faire avec une chorégraphe américaine. Donc ça va commencer le 13 avril. C'est un projet qui a pour but de regrouper une quinzaine de Nucérétains pour créer une performance qui se fera dans la nature, sur le plateau des îles. Voilà, donc si vous êtes curieux, il ne faut pas savoir danser, au contraire, c'est un projet de création. Oui, c'est des projets éphémères qui sont filmés. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est pas ceux où on passe tout nu dans un parc, tu me le confirmes. Non. Le dernier point que je voudrais rajouter en complément de Didier, c'est que tous ces spectacles dans le cadre des 10 jours de la culture sont gratuits. Voilà. Je tenais à le rajouter. Je dirais même plus. Vous allez bien votre costume. Oui. Ah, Sophie. Oui, on est top synchro. Télépathie marche très bien. Donc oui, un rappel, donc on va commencer les réunions de quartier, donc le samedi 6 et le dimanche 7 avril. Donc les élus vont, voilà, vous avez dans le bulletin municipal, puis vous trouvez aussi sur le site toutes les infos nécessaires pour nous trouver en fonction des quartiers et des horaires. Donc vraiment, n'hésitez pas, l'idée c'est vraiment d'aller pouvoir discuter, de prendre ce temps-là, d'échanger. Il y a beaucoup à dire sur notre village encore, que ce soit des projets et que ce soit... du bon, voilà, l'idée c'est de construire.
Voilà, il y a ça à dire. Un petit point important aussi, vous avez aussi dû avoir l'information, mais je la redonne, que le pont barrage va être fermé pendant les vacances d'avril. Donc ça va être un bon gros bazar quand même. Donc il faut vraiment l'anticiper, passer le mot. Pont barrage fermé aux véhicules. Hein. Voilà. Et puis, je vous ai regardé sur le site, mais il y a un petit couac là sur le site en ce moment. Donc les équipes informatiques... Mike travaille dessus, notre prestataire. Voilà, donc on espère qu'il sera assez rapidement réparé. Mais bon, voilà. On a tout dit à peu près? Ouais, super. Et ben, le conseil municipal est terminé. Merci beaucoup. Et on va passer la parole au public. Le public ne veut pas la parole. Et ben voilà. Et ben bonne soirée.